Est-ce que l'échec et la frustration ne seraient pas le carburant de la réussite? Est-ce que pour réussir, il ne faudrait pas auparavant échouer un grand nombre de fois? Est-ce que les difficultés ou les épreuves que nous vivons ne sont pas un bienfait offert par la vie pour nous permettre de progresser et de devenir meilleurs? La plupart d'entre nous avons peur de l'échec. Quand nous perdons ou quand nous échouons, nous ressentons de la colère, de la frustration, de la tristesse et bien souvent la majeure partie d'entre nous sont découragés lorsqu'ils échouent. Mais j'aimerais aujourd'hui prendre le problème à l'envers et essayer de vous faire comprendre que la vie fonctionne justement à partir de l'échec. Quand on fait du coaching ou quand on manage des personnes, on entend souvent ce même problème qui revient. J'ai peur d'échouer, j'ai peur d'essayer parce que si j'essaye, je risque de perdre ce que j'ai déjà. J'ai peur de changer de travail par exemple parce que si j'échoue, je risque de perdre ce que j'ai actuellement. J'ai peur de m'engager avec une personne parce que ça se trouve, notre relation ne va pas durer et nous allons nous séparer. J'ai peur de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'ai entendu tellement d'histoires de personnes qui ont échoué et ont dû repartir de zéro. Alors au final, j'ai peur de m'opposer à cette personne qui me tyrannise. Et quelle est la conséquence de cette peur? Si ce n'est que dans une situation qui ne nous convient pas, qu'elle nous empêche de prendre les décisions que nous dicte notre cœur et surtout nous empêche de sortir de cette situation et de progresser dans notre vie. Auparavant, j'étais directeur de formation et puis directeur des opérations dans un hôtel 5 étoiles dans un pays du Golfe et j'ai observé une chose. Je me suis aperçu que les personnes qui avaient le plus peur d'échouer étaient aussi celles qui avaient la carrière la plus médiocre, étaient celles qui avaient le moins d'expertise dans leur domaine et finalement étaient aussi celles qui se faisaient licencier les premières. Alors ça paraît très contre-intuitif de dire que l'échec est en fait la meilleure manière de progresser dans votre vie. Mais selon moi, échouer de manière répétitive est la meilleure manière de progresser et d'améliorer votre vie. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo si vous restez avec moi jusqu'au bout. On pourrait tout d'abord dire qu'il n'y a pas de vie, qu'il n'y a pas de progression s'il n'y a pas d'erreur. L'être humain, à la différence du dauphin par exemple, ne sort pas du ventre de sa mère en sachant déjà nager. L'être humain, lorsqu'il naît, a besoin de tout apprendre. Il ne sait pas se nourrir seul, il ne sait pas s'habiller seul, il ne sait pas marcher seul, il ne sait pas parler, il naît avec des capacités cognitives extraordinaires et pourtant il est totalement dépendant de ses parents. Et quand on y réfléchit, si jamais les bébés étaient complexés par leur échec lorsqu'ils essaient de marcher et qu'ils tombent, eh bien aucun d'entre nous aujourd'hui ne saurait se tenir debout. Donnez par exemple une bicyclette à un enfant et laissez-le s'entraîner quelques semaines, voire quelques mois et vous le verrez peu à peu se transformer en un expert de la bicyclette. Il parviendra à faire du vélo sans tenir son guidon. Il parviendra à faire des roues avec son vélo. Donc l'être humain, à force d'échecs, à force d'erreurs, développe des compétences qui lui permettent d'atteindre un niveau qu'aucune autre créature sur Terre n'est capable d'atteindre. Et c'est ce que décrit Gladwell dans son livre La règle des 10 000 heures. N'importe quel individu, pourvu qu'il soit capable de travailler pendant 10 000 heures sur un domaine précis, sera capable d'atteindre un niveau d'expertise. Pour écrire son livre, Gladwell s'est appuyé sur les travaux du psychologue Anders Ericsson, qui dans les années 90 a travaillé auprès de 2 grandes écoles de musique de niveau international. L'une d'elles était l'Académie de musique de Berlin, une académie considérée comme l'une des plus grandes écoles de musique dans le monde. Alors, Anders Ericsson a d'abord divisé les violonistes de cette école en 3 groupes. Dans le premier groupe, des violonistes de niveau moyen qui correspond à peu près à un niveau local ou régional. Dans le deuxième groupe, des violonistes qui avaient un bon niveau et on pourrait les catégoriser comme étant des artistes de niveau national. Et enfin, dans le dernier groupe, un groupe élite avec des violonistes qui ont été repérés comme de futurs musiciens de niveau international. À tous ces musiciens, les psychologues ont posé la même question. Depuis que vous avez commencé le violon, combien d'heures de violon avez-vous pratiqué? Et vous allez voir que le résultat de ces recherches est très intéressant pour nous qui voulons progresser au jour le jour. Les chercheurs ont découvert qu'au départ, tous ces violonistes commençaient relativement jeunes, c'est-à-dire vers l'âge de 5 ans, et pratiquaient en moyenne 3 heures de violon par semaine. Mais par la suite, arrivé vers l'âge de 8 ans, on a commencé à voir des différences. Les violonistes qui ont aujourd'hui un niveau moyen ont continué à pratiquer du violon en moyenne 3 heures par semaine. Quant aux violonistes qui aujourd'hui sont considérés comme de bons violonistes, eh bien, ils pratiquaient à l'âge de 8 ans autour de 10 heures par semaine. Quant au groupe de niveau élite, on a remarqué que dès l'âge de 8 ans, ils pratiquaient en moyenne 14 à 15 heures de violon par semaine, ce qui correspond à environ 2 heures par jour. Et le facteur principal qui semblait distinguer les élèves de niveau moyen des élèves de niveau international était la quantité d'heures qu'ils passaient à pratiquer du violon. À partir de l'adolescence, les élèves de niveau international pratiquaient autour de 20 heures par semaine de violon, alors que les élèves de niveau moyen ne pratiquaient jamais plus de 3 à 5 heures par semaine. Arrivés à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire au niveau universitaire, eh bien, les élèves du groupe élite
se consacraient presque entièrement à la pratique de leur art. La majeure partie d'entre eux pratiquaient en moyenne 30 heures de violon par semaine. C'est-à-dire qu'ils étaient devenus des violonistes professionnels qui pratiquaient tous les jours assidûment du violon. Donc pour eux, le violon n'était plus une activité de loisir, c'était devenu leur activité principale. Et effectivement, les élèves qui avaient été identifiés par l'école comme étant les meilleurs élèves avaient déjà cumulé environ 10 000 heures de pratique sur une quinzaine d'années, c'est-à-dire entre l'âge de 5 ans et l'âge de 20 ans. Alors Ericsson, qui pensait avoir fait une découverte extrêmement intéressante, s'est amusé à faire la même expérience avec des pianistes et a obtenu exactement les mêmes résultats. Et on a reproduit cette expérience dans d'autres domaines, dans les arts martiaux, dans le dessin, dans la programmation, en mathématiques ou en menuiserie, et on trouve à chaque fois plus ou moins le même modèle avec les mêmes résultats. Donc si aujourd'hui vous décidiez de devenir un expert dans un domaine, eh bien à raison de 8 heures par jour, il vous faudrait environ 4 ans pour devenir un maître dans votre domaine. Alors évidemment, la règle des 10 000 heures n'est pas une vérité absolue. Certaines personnes aux capacités cognitives extraordinaires parviennent à apprendre beaucoup plus vite que d'autres. Mais on observe globalement qu'elles s'appliquent très bien à différents domaines. Par exemple, lorsque vous commencez des études de programmation dans une école d'ingénieur, vous allez travailler en moyenne 6 heures par jour dans ce domaine. Et si on multiplie 6 heures par jour sur 5 ans, c'est-à-dire le niveau master, eh bien on obtient à peu près 10 000 heures. C'est la même chose dans les arts martiaux. Un karatéka, par exemple, qui va s'entraîner entre 12 et 14 heures par semaine, mettra environ 12 à 15 ans pour devenir un maître capable d'enseigner à d'autres ceintures noires. Donc quelle conclusion pouvons-nous tirer de la règle des 10 000 heures? Et quel est le rapport entre cette règle et puis le sujet de cette vidéo qui concerne l'apprentissage grâce aux échecs? Eh bien tout d'abord, il faut battre en brèche cette croyance comme quoi le talent serait quelque chose d'inné. Le talent, c'est le résultat de milliers d'heures de travail, de centaines de répétitions, d'échecs, et c'est le résultat d'une capacité à persévérer dans l'effort. Dès lors que vous faites quelque chose et que vous persévérez suffisamment longtemps, notamment plusieurs années, eh bien vous finirez par devenir extrêmement bon dans ce domaine. Si on voulait résumer cette règle et l'adapter à notre niveau, on pourrait dire qu'il faut en moyenne entre 5 et 10 ans de travail régulier, quotidien et intense pour devenir un expert ou un maître dans son domaine. Alors aux personnes qui ont peur d'échouer, aux personnes qui se sentent incompétentes, aux personnes qui ont l'impression d'être médiocres, eh bien je leur pose simplement cette question. À ton avis, est-ce que tu travailles suffisamment intensément et est-ce que tu travailles depuis suffisamment longtemps pour être devenu un expert dans ton domaine? Prenons mon exemple. J'ai commencé cette chaîne il y a un peu moins d'un an et admettons que je regarde simplement le nombre d'abonnés et que j'ai l'impression que je suis encore moyen ou encore un peu trop hésitant par rapport à d'autres personnes qui sont sur YouTube et qui publient des vidéos depuis 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Bien, si je me compare à elles, évidemment, je vais avoir l'impression d'être un novice. Et je pourrais aussi avoir la tentation d'arrêter et d'abandonner en disant je suis nul, je n'y arriverai jamais. Mais par contre, si j'utilise la règle des 10 000 heures, j'en déduis qu'il me suffit de continuer sur cette lancée pendant encore 4 ans pour arriver au même niveau que les youtubeurs que je regarde aujourd'hui et que je considère comme des modèles. 4 ans, nous sommes aujourd'hui en 2021, eh bien ça nous emmène à 2025. Que ce soit pour YouTube ou pour tout autre domaine, la personne qui, au bout d'un an, se décourage, baisse les bras parce qu'elle se sent médiocre lorsqu'elle se compare à des maîtres ou à des experts dans leur domaine, eh bien cette personne n'arrivera jamais à exceller dans son domaine. Elle va travailler un an, elle va voir que les résultats n'arrivent pas, alors elle va changer de domaine, elle va encore travailler un an et elle va s'apercevoir que ses résultats ne sont pas aussi bons que ceux des experts de ce domaine. Alors elle va changer encore une fois de champ d'activité et donc elle va à nouveau abandonner. Et au final, certains d'entre nous peuvent passer leur vie à changer d'activité et finalement être frustrés par leur niveau de compétence parce qu'elles n'ont pas fourni un effort assez régulier et surtout sur une durée suffisamment longue pour récolter le fruit de leurs efforts. Donc plutôt que d'avoir peur d'échouer, eh bien il faut plutôt avoir peur d'abandonner. Il faut se préparer psychologiquement pour atteindre la réussite, non pas au bout d'un an, mais se donner en moyenne 5 ans pour arriver à son objectif. Dès lors qu'on se prépare à travailler et qu'on sait que des résultats visibles et grandioses vont arriver avec une quasi-certitude si on est capable de persévérer 5 ans, eh bien c'est là qu'on va se donner des chances d'atteindre réellement l'objectif qu'on s'est fixé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez YouTube, vous avez l'impression de personnes qui sont arrivées à des résultats de manière très rapide. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il a fallu en moyenne 5 ans à ces personnes pour commencer à avoir des résultats vraiment importants. Vous avez envie de devenir un artiste, par exemple en dessin ou en peinture, eh bien c'est aussi simple que ça. Vous vous inscrivez dans une école de peinture et vous travaillez quotidiennement
pendant 5 ans et au bout de ces 5 années, il est scientifiquement prouvé que vous arriverez à atteindre un niveau d'excellence. Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de persévérance. Or, les personnes qui échouent sont des personnes qui se sont fixées des objectifs qui n'étaient pas réalistes dès le départ. C'est-à-dire qu'elles se sont dit « je vais atteindre un très bon niveau au bout d'1 an ou au bout de 2 ans ». Donc l'autre enseignement qu'on pourrait tirer de la règle des 10 000 heures, c'est que l'erreur, la maladresse, l'échec et même la médiocrité font partie intégrante de l'apprentissage. On ne devient pas un expert dans son domaine, on ne devient pas un maître ou un artiste dans son domaine sans passer par une multitude d'étapes intermédiaires, sans échouer des dizaines et des dizaines de fois. Ce n'est tout simplement pas possible. Comme un enfant n'apprend pas à marcher sans tomber des centaines de fois. Eh bien, c'est la même chose pour tous les aspects de la vie. J'aimerais maintenant partager avec vous 2 citations. La première de Thomas Edison, qui a déposé plus de 1000 brevets et qui a été l'inventeur de l'ampoule électrique et qui avait été déclaré par ses enseignants trop bête pour apprendre quoi que ce soit. Thomas Edison a même été licencié 2 fois car selon ses employeurs, il n'était pas assez productif. Et voici l'une de mes citations préférées de Thomas Edison. « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. » Et maintenant, je vous donnerai une autre citation de Michael Jordan, qui est l'équivalent de Zinedine Zidane ou de Maradona pour le basketball, et qui a dit « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu près de 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance et j'ai pourtant raté le tir de la victoire. Donc finalement, on peut dire que j'ai échoué encore et encore, et ça tout au long de ma vie. Mais c'est justement pour cela que j'ai réussi. » Alors, pourquoi est-ce que ceux que nous considérons aujourd'hui comme des génies acceptent et même embrassent l'échec comme quelque chose de normal pour toute personne qui veut atteindre des résultats extraordinaires? Et pourquoi nous avons peur d'échouer, nous avons peur de faire des erreurs et nous n'osons pas prendre des risques? Si on réfléchit bien, la personne qui fait des erreurs ou la personne qui échoue ne peut être que la personne qui agit, c'est-à-dire la personne qui est en train de se battre pour réaliser son rêve. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai du sens de l'épreuve et je vous expliquerai pourquoi les meilleurs d'entre nous sont souvent aussi ceux qui ont le plus souffert dans la vie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous demande de la partager au maximum et de la liker. Et on se revoit dans quelques jours alors que la paix soit sur vous.